Qatar et de l'Arabie Saoudite. So I'm proud to have him as a friend. Steve's a very fantastic guy. I picked him out of a lot of people. I had a lot of choices. But I said we need somebody with two things, a great personality and somebody that could negotiate. And he's got both of them. Il n'empêche que pour l'instant, ses résultats sont mitigés. Il n'a pas réussi à rétablir une trêve durable à Gaza et la Russie ne cesse de... Écoutez un peu sur ce parti pris. Ses résultats sont mitigés. Il n'a pas réussi à rétablir la trêve à Gaza. Vous, là, tout le reste de l'Occident, vous avez réussi même pas à établir quelle trêve? Witkoff n'est pas un diplomate, il a été reçu sans la diplomatie américaine, dans le secret, on va dire. Et il a été reçu sans la diplomatie américaine dans le secret. Mais surtout, écoutez bien, c'est pour ça que je vous ai fait montrer d'abord comment on préparait déjà le terrain avec le Huffington Post. Et ici, vous allez écouter elle. Et ensuite, on va voir, maintenant que la rencontre est passée, où ça en est. ils vont essayer de tordre le bras à Zelensky. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ce live. Alors, aujourd'hui, nous sommes vendredi 8 août. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez suivre mes lives, abonnez-vous sur Hertz Commente Live. Si vous voulez suivre des brefs résumés de points qu'on a développés pendant les lives, abonnez-vous à Hertz Commente Clip. Alors aujourd'hui, Military Summary vient enfin de publier une vidéo et donc on va s'appuyer sur ça pour une bonne partie de notre live et ensuite nous commenterons l'actualité de ces 2 derniers jours. Hello my dear friends, you're on the Military Summary channel and today we will discuss the situation in Ukraine on the 7th of August of 2025. Today we have a lot of very interesting updates, so let's start. And first we're going to talk about relations between the United States of America and the Russian Federation. I would like to remind you that yesterday there was a talk, there was a meeting between the President of the Russian Federation and Special Envoy Steve Witkoff. Later the President of the United States of America made his own statement regarding those talks. He stated that my Special Envoy just had a highly productive meeting with Russian President Vladimir Putin. Great progress was made. Afterwards, I updated some of our European allies. Everyone agrees that this war must come to a close and we will work towards that in the days and weeks to come. Thank you for your attention to this matter. Later, we got... Ok, donc là, on vient de nous parler du tweet ou du résumé de Trump de la rencontre entre Steve Witkoff et Vladimir Poutine. Alors, je vous avais dit qu'on devrait voir une vidéo de Witkoff. Je vous avais dit que voilà, les Européens ont du mal à se positionner entre ce qu'ils pensent de ce monsieur-là. Donc, pour ça, on va regarder ce petit résumé de Huffington Post de Witkoff et ensuite nous irons voir comment ils ont commenté cette rencontre sur LCI, ou en tout cas qu'est-ce qu'ils en ont dit au début sur LCI, puisque on va plus ou moins évacuer la situation de l'Ukraine avec en toile de fond Military Summary. Donc il est promoteur immobilier, grand ami de Donald Trump et en charge de 2 dossiers diplomatiques explosifs. Voici Steve Witkoff, l'émissaire du président des États-Unis. Steve, come on up here. Steve has been one of my great friends over the years, tremendously successful man. And would you want to just discuss this because we're all among friends? Or? Bien que totalement inexpérimenté en diplomatie, Steve Witkoff a été nommé émissaire pour le Moyen-Orient dès le 12 novembre 2024. Voilà, donc ça c'est comment, pour vous montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec Trump et que même s'ils espèrent que Trump leur permettra d'arriver à leur fin, ce qui est de maîtriser la guerre en Ukraine ou en tout cas d'obtenir quelque chose de Vladimir Poutine, c'est plus fort qu'eux. Je vous rappelle que les élites européennes détestent, Trump déteste Poutine. Parce que Poutine probablement leur envoie leur faiblesse à la figure, ou en tout cas leur arrogance à la figure. Et Trump leur renvoie la faillite de leur raisonnement et la fin peut-être de l'hégémonie de leur façon de voir les choses qui ont fait régner sur tout l'Occident à travers leurs médias. Et donc, ils détestent les deux. Ici, ils viennent rappeler quelque chose que eux, ils ont pratiqué pendant, je sais pas,
toute leur vie. Depuis que je suis les informations, j'ai vu ça toute leur vie. Ils viennent parler de Whitlock comme si Whitlock, le fait qu'il soit proche de Trump, c'est quelque chose d'inhabituel ou que c'est la première fois. On vous rappelle que Sarkozy est arrivé au pouvoir avec la majorité de ses amis et que son ministre de l'Intérieur, je ne sais plus, le blond là avec les cheveux, j'ai oublié comment il s'appelait. C'était son ami. Il n'était pas forcément brillant en politique. Alors, pour Macron, il est venu avec tout un tas de personnes inexpérimentées, ni des politiciens, ni de quoi que ce soit. Et pourtant, on a Gabriel Attal qui a fini Premier ministre de la France en n'ayant jamais travaillé une seule fois. Ils sont là, ils s'offusquent que Steve Whitlock soit nommé diplomate, mais Gabriel Attal a été nommé Premier ministre de la France en n'ayant jamais bossé un seul métier que la plupart des Français ont fait. Et ça n'a pas ému les médias français, bien au contraire, ils ont salué ça. Et certains d'entre eux saluent même le fait qu'ils voudraient que ce même Gabriel Attal redevienne ou devienne le futur président de la France. Mais là, des vieux briscards qui, parce que le pouvoir est quelque chose où tu as besoin d'avoir non seulement des gens de confiance, mais aussi des gens compétents, sont en train de faire les choses à leur manière. Ah là, non. Plutôt que de voir les résultats ou qu'est-ce qu'il fait, eux, ce qui les intéresse, c'est qu'il n'ait pas les bons titres, il n'ait pas l'expérience. Alors que le président de la France lui-même est arrivé là sans avoir exercé un seul mandat, en ayant été un ministre de l'économie catastrophique, en vendant tous les bijoux stratégiques, ou en tout cas tous les fleurons stratégiques de la France. Ça ne leur a pas dérangé. Mais ce qui les dérange, c'est que Steve Whitlock, qui a la confiance de Trump, aille négocier, aille porter la parole de Trump là où il va. Et sûrement que Trump fait ça parce qu'il connaît ces gens-là. Regardez Macron, comment il ne s'entend pas avec les gens, les diplomates français. Parce que ces gens-là, cette bourgeoisie-là, quand tu leur confies une tâche, ils vont faire ce qui les intéresse. Et c'est exactement ce pourquoi il est en lutte aux États-Unis avec une partie de l'appareil de renseignement qui, malgré qu'il était président, complotait avec Barack Obama pour le faire tomber, ou en tout cas pour inventer cette histoire d'ingérence russe. Donc, vaut mieux envoyer quelqu'un que tu sais qu'il va aller transmettre ta parole, ta vision, ou ce que toi tu veux, plutôt que de prendre un diplomate de carrière qui a ses allégeances personnelles et qui ira faire n'importe quoi. Mais bon, cette partie-là, ils ne vous le diront pas. Et ils vous diront juste à la partie, Whitlock est là parce que c'est l'ami de Trump. Oui. Combien d'entre vous sont là parce que vous êtes les enfants d'eux, les frères d'eux, les cousins d'eux? Rôle dans la conclusion d'un fragile cessez-le-feu entre Israël et le Hamas en début d'année a été salué. Son portefeuille s'est donc depuis étoffé puisqu'il est chargé de négocier un cessez-le-feu entre Kiev et Moscou et doit se rendre en Russie cette semaine. Et ils en parlent comme si c'était un petit fait. Hein. Depuis que ce conflit avait commencé, la totalité des Occidentaux, Biden y compris, n'ont jamais réussi à arracher un cessez-le-feu à Israël. Whitlock, c'est celui qui a arraché le premier cessez-le-feu durable dans cette zone-là et qui a, de l'avis de tout le monde, tordu le bras à Netanyahou pour que Netanyahou respecte en tout cas le temps qu'il a respecté ce cessez-le-feu. Mais c'est une petite chose pour eux. Macron qui s'est ridiculisé, Biden qui s'est ridiculisé, Blinken qui était complice, tout ça là, c'était pas grave. Mais Steve Whitlock, qui est venu sans expérience, sans rien, et qui a dit à Netanyahou, enfin une bonne fois pour toutes, contrairement à tous les diplomates qui ont peur de Netanyahou en Occident, qui a dit à Netanyahou, si tu vas respecter ce cessez-le-feu, le temps au moins que on rentre à la Maison Blanche, ou sinon ça va barder, ben lui au moins il a réussi ça. Mais cet exploit-là, que les Occidentaux n'ont jamais réussi à faire, ce n'est rien, bien évidemment. That and the president says, wow, Steve Witkoff, my friend from the real estate business, like you're really good at this. Sends you to Russia. Mm-hmm. Is that fair?
It's not so far from the truth. Right? Steve Witkoff prend donc beaucoup de place dans la politique étrangère de Washington au détriment du secrétaire d'État Marco Rubio ou du général Keith Kellogg, pourtant envoyé spécial du président sur l'Ukraine et la Russie. Il doit ce poste avant tout à sa proximité avec Donald Trump qu'il connaît depuis les années 80. See, I stand before you tonight as someone who has had the profound privilege of calling. Là, par contre, tu vois que le monsieur, il n'est pas adhéré à la politique. Regardez comment il a les yeux rivés sur les prompteurs pour pouvoir lire le message qui est le sien. Là, par contre, on voit que voilà, lui, c'est pas un politicien, c'est d'abord quelqu'un qui a la confiance de Donald Trump. Calling President Donald J. Trump a true and dear friend for many, many years, in good times and bad times. Né dans le Bronx en 1957, il a un CV assez similaire à celui du président républicain. You know, he started off in a law office. In fact, he was one of my young lawyers. And I said, that guy's smart. Après des études de droit et quelques années dans un cabinet d'avocats, il se lance dans l'immobilier et fait fortune. Des affaires qui le mettent dans des situations de conflit d'intérêts potentiels, puisque son groupe a reçu des investissements de sociétés chinoises ou des fonds souverains du Qatar. Et notez bien cette campagne. Notez bien cette campagne. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça quand ils sont pas d'accord avec toi ou quand ils sont pas d'accord ou que tu n'es pas d'accord avec eux ou tu ne fais pas ce qu'ils veulent. Ils instiguent doucement dans les médias des insinuations comme quoi tu ne serais pas tout à fait clair. Et de l'Arabie Saoudite. So I'm proud to have him as a friend. Steve's a very fantastic guy. I picked him out of a lot of people. I had a lot of choices. But I said, we need somebody with two things, a great personality and somebody that could negotiate. And he's got both of them. Il n'empêche que pour l'instant, ses résultats sont mitigés. Il n'a pas réussi à rétablir une trêve durable à Gaza et la Russie ne cesse de... Écoutez un peu sur ce parti pris. Ses résultats sont mitigés. Il n'a pas réussi à rétablir la trêve à Gaza. Vous, là, tout le reste de l'Occident, vous avez réussi même pas à établir quelle trêve? Vous avez réussi à établir quelle trêve? Vous avez réussi à obtenir quoi de la Russie? Quelle concession avez-vous obtenu de la Russie? Vous vous êtes gargarisé ici, là, quand Macron était parti faire son plan avec les Anglais, comme quoi on veut un cessez-le-feu sur le ciel, la mer et la terre. Vous vous êtes gargarisé. Est-ce que ce cessez-le-feu-là a même vu le jour une seule fois? Mais vous allez critiquer le seul dans cette séquence de la guerre d'Ukraine et de ce qui se passe au Moyen-Orient qui a au moins obtenu un résultat. Mais c'est lui qui a des résultats mitigés. Vous avez des bons résultats. L'Union européenne a né à son 18e train de sanctions. On ne sait même plus quoi inventer tellement rien ne marche, mais c'est lui qui a des résultats mitigés. Rejeter un accord de cessez-le-feu. Le fidèle de Donald Trump assure qu'il négocie en visant toujours les objectifs de son patron avec qui il discute constamment. First, I have to find out where the boss wants to end up, and the boss is President Trump. Et que pour conclure un deal, il faut satisfaire les exigences de ses interlocuteurs. Well, there's no doubt I'm always trying to put myself in the shoes of the other person because a good deal has to work for everybody. It almost feels forbidden for you to say what you just said. Pour certains diplomates chevronnés interrogés par CNN, ses méthodes interrogent. Il agit comme un solitaire. Mener cette navette diplomatique sans un seul expert est tout à fait inhabituel. Je ne peux vraiment pas l'expliquer. C'est étrange et ce n'est pas idéal, pointe notamment un haut fonctionnaire. Sans compter qu'il... Ouais. Parce que vous êtes trop habitué à faire comme vous vouliez faire, qu'il fallait que les choses changent. Parce que de toute manière, le monde change. Il a tenu, tout comme Trump, un discours très complaisant envers Vladimir Poutine. What did you think of him? Voilà, c'est ça. I liked him. C'est là qu'ils voulaient en venir. C'est là qu'ils voulaient en venir. Leur principal problème, c'est ça. Et tout ce truc-là n'a pas été fait pour présenter Steve Witkoff ou quoi que ce soit, puisque de toute manière, vous vous en rendez compte vous-même. C'est fait principalement à charge. Tout ce qui a été fait là a été fait juste pour pouvoir dire ça. Pour pouvoir dire que quand il est en train d'aller en Russie, quand il rencontrera Vladimir Poutine, ça sera forcément pour être complaisant envers Vladimir Poutine, parce qu'ils savent que de toute manière, ce que eux veulent ne sera probablement pas possible. Parce qu'ils ne pourront pas plier, ni Trump, ni eux, ne peuvent plier la volonté de Vladimir Poutine. Ils n'ont rien à redire. Ils n'ont rien à proposer.
Et donc, par conséquent, ils préfèrent déjà pourrir la planche de Trump et de Whitlock avant même qu'ils aient commencé à travailler. C'est ça le but de cette publication, parce que vous allez voir que les éléments qui sont dits ici vont être les éléments qui sont repris tout à l'heure sur LCI pour prévenir déjà de ce que nous voyons venir depuis longtemps. Yep. I thought he was straight up with me. Of course, by the way, I've said that. And you can imagine, by the way, I say that, I get pilloried. Oh my gosh, Jimmy. Donald Trump avait pourtant fait beaucoup de concessions à Vladimir Poutine au détriment de l'Ukraine. Mais ça n'a pas pour autant encouragé le président russe à conclure un accord. Avec le récent changement de ton du président des États-Unis, son émissaire risque donc lui aussi d'infléchir sa stratégie. Steve Witkoff prévoyait de rester 1 an à son poste, mais son entourage affirme désormais qu'il compte garder son rôle jusqu'à ce que les dossiers qu'on lui a confiés soient conclus par un accord. Ok, maintenant qu'on a vu Steve Whitlock, je vais juste vous faire rigoler avec hier, ils étaient déjà en train d'annoncer ça sur LCI. Et en plus de ça, c'est un plateau qui m'a fait rire puisqu'il n'y avait aucun diplomate là-dedans. Tu voyais bien que c'était un plateau franchement pour faire rire. C'est la rencontre de la dernière chance, celle qui a eu lieu entre Steve Witkoff, l'émissaire américain envoyé par Donald Trump, et Vladimir Poutine, le président russe. Vladimir Poutine qui a donc maintenant 48 heures pour mettre fin à cette guerre. C'est l'ultimatum que lui a donné le président américain. Que va-t-il se passer? Quelles actions concrètes sur le terrain alors que les frappes continuent? Après cette réunion de 3 heures, à quoi faut-il s'attendre? Nous allons tout d'abord vous montrer ces images de cette rencontre qui a donc duré 3 heures entre l'émissaire américain Steve Witkoff et Vladimir Poutine, le président russe. Une rencontre qui a été jugée utile, constructive par le Kremlin, alors que ces images, ce sont celles qui ont eu lieu ce matin. Les deux hommes se rencontrent, se serrent la main, ils sont souriants. Nous allons pouvoir analyser cela dans un instant. Écoutez ce que nous dit Yuri Ushakov. Il est le conseiller diplomatique du Kremlin. Moi, ce qui me fait rire, c'est toujours comment ces gens-là présentent les choses. Ils présentent les choses comme si ils ont oublié qu'est-ce qui se passe depuis plus de 3 ans. À chaque fois, ils présentent la chose comme si Trump était capable de mettre la pression à Poutine. Et après, quand on va voir le résultat, ça sera encore eux qui vont présenter la chose comme si Poutine était plus fort que Trump. Je ne comprends pas. Peut-être que c'est ça la communication aujourd'hui, c'est de répéter la même chose jusqu'à ce que les gens commencent vraiment à y croire. Parce que ça fait 3 ans qu'à chaque fois, ils disent un ultimatum, un machin, un coup de pression, un machin, un néni. Ça ne bouge pas. Et à chaque fois, on continue. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est juste d'écouter la présentation et d'écouter les premières réactions sur le plateau qui sont juste à mourir de rire. Ce fut une discussion très utile et constructive. En ce qui concerne les thèmes abordés, il y a tout d'abord eu la crise ukrainienne. Le deuxième thème concernait les perspectives d'un éventuel développement de la coopération stratégique entre les États-Unis et la Russie. De notre côté, notamment sur la question ukrainienne, certains signaux ont été transmis. Des signaux correspondants ont également été reçus de la part du président Trump. Et au moment où je vous parle de cette vidéo, normalement aujourd'hui je devrais vous publier les conditions de Vladimir Poutine pour un cessez-le-feu ou même pour commencer les négociations. Il faut bien attendre pour commencer les négociations. Avant cette rencontre, Poutine avait déjà rappelé, parce qu'ils ont voulu faire croire que Poutine était sous pression. Une fois de plus, Poutine a montré que c'était lui la main. Ils sont foutés de ce que Trump avait dit. Il est venu, il a pris la parole, il a rappelé les conditions. Non pas pour arrêter la guerre, mais juste pour commencer à parler. Donc il y a des conditions préalables, même à un début de négociation. Voilà pour le conseiller diplomatique du Kremlin. Autour de ce plateau, soyez la bienvenue, Caroline Tominé. Vous êtes analyste en géopolitique, vous êtes également présidente de l'ONG Doc for Ukraine et membre de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Claire Cambier, soyez la bienvenue. Vous êtes notre reporter TF1 et LCI. Ce message que l'on vient d'entendre de ce conseiller diplomatique du Kremlin, Monsieur Ushakov, après 3 heures de réunion entre ces deux hommes, l'émissaire américain, le président russe,
russe de l'autre côté. Quels signaux est-ce que ça donne? Parce que lui, il parle de signaux. Il parle justement de signaux. Émis et reçus. Exactement. Et de signaux correspondants. Ce n'est pas rien. 3 heures de discussion, c'est aussi conséquent. Alors, on sait que le président russe est habitué à ces longues rencontres. Mais en tout cas, le message qui a été envoyé, il est clair. C'est que des discussions ont bien eu lieu, qu'il y a eu des avancées. Quand il parle de signaux concordants, on peut imaginer donc du coup qu'il y a eu des avancées. Alors il indique 2 choses, qu'ils ont parlé de la situation ukrainienne, qu'ils ont aussi parlé d'accords de coopération stratégique entre les 2 pays. On en parlait plus récemment sur ce plateau, potentiellement de la coopération économique. On le sait, Donald Trump aime faire la paix par l'économie. Alors reste à savoir de quoi il retourne. Pour le moment, il a été annoncé qu'il faudrait attendre que ces éléments soient transmis au président américain. On aura seulement un retour à ce moment-là. Et on le sait, Donald Trump doit s'exprimer à 22h30 ce soir. Caroline Tominet, quels signaux est-ce que vous voyez derrière cette rencontre, alors que le président américain doit s'exprimer ce soir? Voilà, ce qui m'intéressait, c'était cette dame, soi-disant de l'Institut prospectif, franchement, des titres ronflants qui ne veulent rien dire à la fin. Witkoff n'est pas un diplomate, il a été reçu sans la diplomatie américaine, dans le secret, on va dire. Et il a été reçu sans la diplomatie américaine dans le secret. Mais surtout, écoutez bien, c'est pour ça que je vous ai fait montrer d'abord comment on préparait déjà le terrain avec le Huffington Post. Et ici, vous allez écouter elle. Et ensuite, on va voir, maintenant que la rencontre est passée, où ça en est. Et sans évidemment l'Ukraine ni l'Europe. À côté de ça, Chris Kellogg est arrivé en Ukraine en parallèle, et il y a eu toute une organisation théâtrale depuis des jours par rapport à cet événement qui a dû être organisé en off entre les Trumpistes et les Russes. Witkoff est un investisseur dans l'immobilier, ami de Donald Trump, golfeur, et très proche évidemment des Trump. Il est là pour des développements économiques et pour écouter évidemment ce que proposeront les Russes. Il va pas être là pour négocier, il n'était pas là pour négocier. Il écoute, il passe éventuellement les messages, et on peut imaginer qu'il y a eu des discussions en off aussi, évidemment avec Trump. Ils vont essayer de tordre le bras à Zelensky. C'est ce que vous nous dites depuis le début. Pour vous, il n'y a pas une issue positive pour l'Ukraine derrière cela. Voilà. Voilà pourquoi on prépare le terrain. Puisque de toute manière, militairement, on sait que l'Ukraine est en grande difficulté. L'Ukraine avance vers sa fin. Et ce n'est pas forcément parce que l'Ukraine, seulement manque d'hommes et aussi va manquer d'armement, mais c'est aussi à cause de tout ce que eux ils avaient ignoré qui revient aujourd'hui. Peace out.